RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. On s'intéresse ce matin à la situation économique de la Nouvelle-Calédonie avec votre invité, le directeur de l'IEOM. Yann Caron, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour revenir sur le rapport 2019 de l'IEOM que vous avez publié donc en début de semaine, avec une synthèse qui laisse entendre que malgré une légère amélioration, l'économie calédonienne restait fragile, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. On a des éléments d'amélioration, mais il faut les nuancer. D'abord, c'est une amélioration par rapport à l'année 2018, qui était une année un petit peu de traumatisme, ou en tout cas de forte frilosité dans le contexte du référendum. Et néanmoins, on a des signaux d'amélioration. Alors, je peux peut-être expliquer dans les grandes lignes ces signaux. Déjà, un climat des affaires qui s'est globalement amélioré. Oui. Vous le savez, on fait une enquête sur le climat des affaires auprès des chefs d'entreprise. Oui, c'est le moral des chefs d'entreprise, la confiance en l'économie. Tout à fait, mais qui est, je dirais, très pertinente, très révélatrice, dans le sens où ils donnent leur regard tous les trimestres sur toute une série d'indicateurs, sur le trimestre qui précède et sur le trimestre à venir. Et ça a fait état d'une amélioration d'à peu près 11 points. Alors c'est vrai que ça avait un peu plongé dans l'année 2018, ça s'est redressé, c'est assez normal. On peut dire que c'est un petit peu un retour à la normale, mais c'est néanmoins un point positif. À nuancer, parce que on reste très en dessous de la moyenne de longue période, c'est-à-dire de cet indicateur, l'espèce de moyenne de cet indicateur sur une période longue. On reste en dessous, ça veut dire qu'on reste dans un contexte globalement défavorable. Alors dans le détail, on voit notamment que l'emploi avait connu un léger mieux. Pour autant, c'est la plupart du temps des emplois précaires. C'est ça. Donc on a des éléments, au-delà de cet indicateur du climat des affaires, on a des éléments statistiques qui nous permettent de dire qu'on a eu une amélioration légère en 2019, notamment effectivement une petite amélioration de l'emploi, à peu près de l'ordre de 0,3%. C'est pas négligeable malgré tout, mais effectivement il s'agit surtout d'emplois de type intérim ou CDD. C'est-à-dire que clairement ça traduit le fait que les chefs d'entreprise ont eu besoin de renforcer un peu leur capacité, mais ils l'ont fait avec beaucoup de prudence, sans anticiper sur l'avenir et sans s'engager durablement comme on le fait en prenant des CDI. Et puis il y avait un secteur qui était quand même très impacté, d'après votre rapport dans le détail, c'est le bâtiment qui lui a perdu de très nombreux emplois depuis quelques années. Absolument. On est sur, je dirais, une tendance assez lourde dans le bâtiment, dans le BTP en général, de réduction, un peu d'ajustement. Alors il est clair que au-delà des aspects conjoncturels, on voit en 2019, comme dans les années précédentes, mais ça s'est un petit peu renforcé, le fait qu'on a atteint une certaine maturité sur plusieurs secteurs d'activité. C'est certainement le cas notamment du logement. Un grand volume de logements sociaux ont été construits ces dernières années. On sait d'ailleurs qu'il y a une petite partie du parc qui est un petit peu qui est vacante aujourd'hui. Les logements de particuliers connaissent une moindre dynamique. Il faut le lier aussi à la population et à l'évolution de la population. On a eu une très forte progression dans les années antérieures. Aujourd'hui, on est sur une situation, là aussi, plutôt d'une économie qui prend une certaine maturité. Donc, à l'évidence, on n'aura pas les mêmes taux de croissance, ni en 2019, ni dans les années à venir, dans ces secteurs-là. Et puis, on a eu également des investissements publics dans le domaine des infrastructures publiques, de routes, de ponts, etc., qui ont été très soutenus dans les dernières années et qui, aujourd'hui, bien sûr, fléchissent. Est-ce que ça veut dire que l'économie calédonienne doit, d'une façon ou d'une autre, s'adapter ? Certainement s'adapter à un rythme de croissance qui ne peut pas être celui très soutenu qu'elle a connu dans les années antérieures sur une période assez longue. On a eu une croissance de l'ordre de 3% pendant une décennie. On est déjà depuis quelques années, ça se confirme en 2019, dans une croissance plutôt ralentie de l'ordre de 1%. Je dirais très proche d'une croissance des pays occidentaux, comme on l'observe en métropole ou dans d'autres pays, qui accompagne à peu près la dynamique également démographique. Et puis le fait qu'on a cette maturité dont on parle, elle s'observe sur plusieurs marchés. Le logement, les ménages sont équipés, les parcs automobiles également. L'exemple est tout à fait révélateur. On a eu une très forte croissance des parcs automobiles, donc des véhicules neufs chez les concessionnaires. Aujourd'hui, les volumes sont beaucoup plus faibles et c'est plutôt le marché de l'occasion qui prend le relais. Alors évidemment, ça signifie que l'économie s'adapte, on vient d'en parler, et notamment on voit en lisant votre rapport que les services marchands se développent beaucoup.
Ça représente aujourd'hui plus de 30%, je crois, des emplois privés. Oui, c'est ça. C'est là aussi, je pense que c'est un petit peu le reflet d'une certaine maturité d'une économie qui de plus en plus se tertiarise, comme on dit, c'est-à-dire qui est elle a sa part industrielle, mais elle a aussi une part de service qui est très importante. Ça peut aussi traduire le fait que on a cette évolution démographique avec aujourd'hui une pyramide des âges qui gonfle vers le haut, c'est-à-dire un peu, on commence à aborder une phase de vieillissement de la population, il y a besoin de plus de services, un petit peu de tout côté, et donc ce sont des secteurs qui se développent. Puis c'est en relatif, ça veut dire que c'est proportionnellement des secteurs qui, eux, prennent le relais par rapport à d'autres secteurs de l'économie, comme le BTP ou le commerce, qui sont plus en difficulté. Alors vous parliez de traumatisme tout à l'heure en évoquant le premier référendum en 2018. On est à quelques semaines maintenant du deuxième. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que ce type de consultation est organisé, il y a un fléchissement, il y a un ralentissement, il y a quelque chose, les gens ont peur? Est-ce que ça veut dire que les gens ont peur? Je ne sais pas si on peut dire que les gens ont peur. Ce qui est certain, c'est que les opérateurs économiques, quels qu'ils soient, les chefs d'entreprise, les investisseurs, les ménages également, donc chaque particulier, prennent en compte cette situation, n'aiment pas l'incertitude et, je dirais, gèrent les choses avec une certaine prudence. Un chef d'entreprise dans un contexte tel que celui que l'on a actuellement, qui se renouvelle sur une durée de plusieurs années, donc la durée est aussi un facteur important, puisque finalement, je dirais, les incertitudes momentanées se transforment un peu en fragilité quand elles affectent durablement le carnet de commandes d'une entreprise. Et on le voit très clairement, nous, IEOM, en cotant les entreprises, on voit la montée de la fragilité des entreprises sur leur délai de paiement, sur leur trésorerie, sur la cotation, c'est-à-dire la note qu'on attribue aux entreprises, dont on voit bien que la part des cotes favorables, ce qui exprime un pronostic positif sur les entreprises, se dégrade légèrement par rapport aux cotes défavorables. Quant aux ménages, on voit bien qu'aujourd'hui, ils font un arbitrage plutôt en faveur de l'épargne, et donc ils consomment moins, et c'est un élément très important parce qu'un des moteurs de l'économie dans les DOM et dans les COM, mais aussi dans toutes nos économies développées, c'est fortement en Nouvelle-Calédonie, c'est la consommation des ménages. Or, les ménages aujourd'hui sont plutôt aussi dans une position de consommation, en tout cas ce qu'on a observé en 2019, assez molle, assez atone, et c'est un élément qui est très important. Et le dernier élément, bien sûr, c'est la consommation publique des structures publiques, Parce que votre rapport fait mention du fait que les collectivités ont plus de marge de manœuvre, en gros. Alors c'est ça, on a des finances publiques qui sont sous tension. Or là aussi, ce que je disais pour les ménages est vrai également pour le secteur public, c'est-à-dire que c'est un secteur qui a du poids, qui tire fortement l'économie par sa consommation au quotidien, mais également par ses investissements. Or aujourd'hui, on a des situations qui sont très tendues de finances publiques, à la fois sur un plan budgétaire, sur un endettement qui a pris là aussi une certaine maturité, donc qui laisse moins de marge de manœuvre, et ce qui crée une moindre capacité à investir et l'obligation de rentrer dans des efforts de rationalisation beaucoup plus forts que ce qui a été fait auparavant. Alors je pense aux auditeurs qui nous écoutent, qui nous entendent parler de l'année 2019 et qui se disent c'est bien gentil tout ça, mais enfin, entre-temps il s'est quand même passé quelque chose. Il y a eu une crise sanitaire évidemment très grave, un confinement général de la population. Est-ce qu'on a déjà des premiers éléments chiffrés sur l'impact de cette crise, en tout cas au moins sur le premier trimestre 2020? Alors tout à fait, nous avions fait dans le cadre du sérum, c'est-à-dire avec nos partenaires de l'ISE et de l'AFD, un premier travail qui nous a permis d'estimer globalement l'impact du mois d'arrêt de l'économie pendant le mois de confinement, de l'ordre de 3,5% d'impact sur le PIB. Donc c'est déjà quelque chose de très significatif. L'économie s'est fortement figée pendant pas tout à fait un mois, surtout les 2 premières semaines. Elle a un petit peu repris après. Donc ça, c'est le premier élément. Dans un second temps, on voit que l'économie, reprend des couleurs. Il y a une sorte de dynamique de repositionnement sur le marché intérieur qui est assez forte. On l'observe par exemple sur le tourisme. Et on est moins vulnérable que le sont d'autres zones géographiques, telles que la Polynésie, qui sont extrêmement fortement affectées par l'arrêt total de leur produit phare, de cette dépendance très forte du tourisme. On a la chance également d'avoir un nickel qui s'est un peu
qui tient à peu près pour le moment, sans avoir d'effet négatif de cours dans cette période. Et je pense que l'autre élément très important, contrairement à la métropole, contrairement à d'autres régions économiques, c'est que nous avons eu ici un impact du Covid qui a été limité. Limité à 1 mois d'abord de confinement, c'est peu au regard de ce que l'on voit ailleurs. Limité bien sûr dans ses impacts sanitaires, donc il n'y a pas eu de traumatisme général sur la population, on va dire que ça a été bien géré. Et puis qu'il y a eu des mesures d'accompagnement extrêmement fortes qui ont été mises en place par tous les partenaires, publics, bancaires, un accompagnement privé aussi, des efforts d'un certain nombre d'entreprises, ce qui est venu atténuer la portée de tout cela. Ça veut dire que, globalement, on pourrait s'en sortir pas trop mal. Pour le moment, j'ai envie de dire, la combinaison de tous ces éléments font qu'on s'en sort pas trop mal. Néanmoins, on voit que le Covid a des effets de second tour, oui. Qu'on reste, nous, un peu sous cloche. On s'est mis en situation d'être protégé, mais ça n'est pas sans incidence. Ça ralentit les flux, ça limite les conditions d'approvisionnement, ça limite la venue d'un certain nombre de partenaires techniciens indispensables à certaines activités. Et globalement, on voit qu'on est dans un environnement mondial dans lequel on a également un impact fort sur les volumes. Et puis, on peut craindre malgré tout qu'à un moment ou à un autre, c'est un impact également sur le nickel. Et pour le moment, si le nickel a joué un peu un rôle d'amortisseur, il pourrait jouer un rôle d'amplificateur de crise si le marché venait à se retourner. Ça veut dire que cette économie sous cloche, en quelque sorte, il faut là encore qu'elle s'adapte. Il faut qu'elle s'adapte certainement, il faut, on le dit souvent, mais c'est une évidence, il faut qu'elle trouve de nouveaux leviers de croissance, qu'elle se diversifie plus. On a des éléments de diversification, hein. Vous évoquiez tout à l'heure le secteur des services qui se renforce. On a aussi d'autres domaines comme tout ce qui touche aux énergies renouvelables qui progressent de façon indiscutable. Donc on a une diversification de l'économie qui se fait petit à petit, mais rien d'extrêmement fort qui puisse prendre le relais de secteurs aussi importants que le nickel par exemple. Le prochain rendez-vous de l'IEOM en chiffré, j'allais dire, pour avoir des premiers éléments d'analyse. On est en train de travailler avec nos collègues là aussi du Cérum, donc l'AFD et l'ISEE, pour actualiser cette première note que nous avions faite très rapidement à la sortie du mois de confinement et mesurer d'une façon plus profonde l'impact, je dirais, un petit peu du deuxième tour, c'est-à-dire des mois qui suivent, puisqu'on voit bien que ça a un impact dans l'économie. Yann Caron, directeur de l'IEOM, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.